Adrien Chaltiel, merci pour ta présence et pour m'accorder un peu de temps pour cette interview Leader Talk. Je rappelle à nos auditeurs que tu es le fondateur d'Eldorado et que tu interviens au sein du Master 2 Law Entrepreneurship and Digital de l'Université Paris-Saclay dans la matière de financement de projets innovants. Je te laisse nous présenter ton parcours ainsi que les expériences qui font de toi aujourd'hui un serial entrepreneur. Merci déjà de l'invitation et puis ravi de faire partie de ces Leaders Talk. Je suis Adrien, je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. J'ai une formation juridique, ce qui a fait écho lors de la création de ce master, d'avoir un profil entre guillemets entrepreneur, avocat de formation. J'ai été jusqu'au CAPA. J'ai tout de suite entrepris pendant que j'étais en fac de droit. J'ai monté plusieurs boîtes, j'ai eu la chance d'en revendre certaines et de pouvoir devenir aussi investisseur, ce qui m'a guidé vers le dernier projet en date que j'ai monté qui s'appelle Eldorado, qui aide justement les entreprises à financer leurs projets, d'où mon intervention au sein du master pour aider les étudiantes et les étudiants à comprendre la jungle des financements de la création d'entreprises. Ok, et donc aujourd'hui tu es CEO d'Eldorado, qui est une plateforme digitale dédiée à la recherche de financement des startups ainsi qu'à leur accompagnement en levée de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement des services d'Eldorado et comment t'es venue l'idée de monter ce projet? Eldorado, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y a énormément de sources de financement pour la création d'entreprises et en particulier pour le financement de l'innovation. Ces sources de financement sont assez éclatées et difficiles d'accès. Il y a trois grandes familles du financement, les financements bancaires, le financement public, qu'on appelle aussi le financement non dilutif, et le financement en levée de fonds, qu'on appelle aussi le financement privé, ou le venture capital pour les personnes qui aiment bien les termes de l'écosystème. On constatait qu'il y avait vraiment une difficulté de connaissance, de compréhension et du coup d'accès et d'obtention des financements. On a créé Eldorado dans ce but-là, en fait, d'aider toutes et tous les entrepreneurs à financer leurs projets, quel que soit le stade de développement. C'est pour ça qu'on a créé ce projet sous forme de plateforme digitale. Donc, on est une place de marché du financement où on aide les entrepreneurs à identifier les financements dès leur création. Et de l'autre côté, on a les investisseurs qui, eux, vont chercher des projets dans lesquels investir pour diverses raisons et qui vont pouvoir se connecter, se mettre en relation avec des porteurs de projets. Et puis maintenant, ça fait quasiment 4 ans qu'on fait ça et ça marche plutôt bien puisqu'on accompagne par an environ 700 à 800 entreprises pour trouver leur financement. Donc en fait, vous centralisez toutes les informations concernant le financement et vous servez aussi d'intermédiaire entre les startups et les investisseurs. Et donc, ton quotidien, c'est d'apporter un soutien au lancement de projets innovants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de l'écosystème Startup Innovation français, notamment vis-à-vis de cette année un peu particulière? C'est une année qui renforce, entre guillemets, mes pensées sur l'écosystème que je connais depuis un certain nombre d'années. Mes premières entreprises, ça ne me rajeunit pas, mais il n'y avait pas de French Tech, de BPI, de Station F ou autre. Et pourtant, on sentait que cet écosystème, il y avait plusieurs caractéristiques qui fait son attrait. Le premier, c'est la passion, l'engouement et le dynamisme, le côté vraiment innovation, création qui est très, très fort. Et il est aussi très résilient, cet écosystème, puisqu'il est passé à travers plusieurs crises par le passé. On voit que l'écosystème, malgré cette période difficile pour l'économie au global, montre sa résilience et la possibilité de trouver des nouveaux axes de développement, de numérisation et de digitalisation de pratiques pour certains corps de métier. Malgré ça, beaucoup d'entrepreneurs, et malgré le fait de connaître des difficultés, beaucoup d'entrepreneurs cette année ont réfléchi à comment trouver de nouveaux axes de croissance, donc une grande résilience de cet écosystème, un grand dynamisme. Et aujourd'hui, on a un écosystème en 2019-2020 qui est arrivé à maturité. Pendant des années, entre 2012 et 2016 environ, on a eu beaucoup d'initiatives pour favoriser la démocratisation de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises. Vous faites partie d'un master, rien que dans son terme, va forcément créer des entrepreneurs. Et ça n'existait pas forcément avant. Et puis l'écosystème est très fourni maintenant en structures d'accompagnement, en accélérateurs, incubateurs et autres. Et l'autre phénomène qui montre la maturité de l'écosystème, c'est aussi l'abondance de capitaux, le fait qu'il y ait de plus en plus de sources de financement
que ce soit des investisseurs, de plus en plus de fonds français et étrangers s'intéressent à l'écosystème d'innovation français, et le soutien de l'État qui est très fort. On voit qu'il y a un fort soutien public et privé de la création et de l'innovation. En fait, on a réussi dans ces dernières années à créer des vraies grandes entreprises qui ont des gros potentiels de développement à l'international, et aussi d'entreprises qui n'ont pas forcément vocation à être des licornes, mais des personnes qui préfèrent créer leur propre business et leur propre entreprise. Et on y arrive de plus en plus, donc on est vraiment sur une terre d'entrepreneurs qui arrive à maturité. Malgré la crise, puisque c'est ce que tu me posais comme question, effectivement, elle a impacté l'écosystème, et la crise a aussi eu cet effet même inverse qui a favorisé beaucoup d'entreprises du digital, soit dans leur performance économique et leur chiffre d'affaires dans cette année, et d'autres qui ont gagné une grande même évangélisation de leurs produits ou services. On pense par exemple aux entreprises à impact social, sociétal, environnemental, qui ont gagné beaucoup de temps d'évangélisation, puisque maintenant la manière de consommer est impactée. Donc il y a eu cet effet un peu de boost et d'accélération du fait de la crise, qui ont fait que plusieurs entrepreneurs en ont tiré profit. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Donc tu interviens aussi au sein du Master 2 Lead, pour nous éclairer sur les différents moyens de financer des projets innovants et les étapes à parcourir pour y arriver. Ta formation est axée sur des mises en situation concrètes et très pratiques. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'enseigner au sein du master ? J'ai toujours eu cette idée de vouloir transmettre déjà aux autres entrepreneurs nos connaissances. Le but d'Eldorado, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et tous les porteurs de projets à mieux comprendre ces organismes. Et on avait déjà cet esprit un peu pédagogique pour les entrepreneurs dans l'essence même d'Eldorado, puisque il y a une difficulté de visibilité et qu'il y avait besoin, j'espère l'avenir continuera à nous le dire, d'un acteur comme Eldorado pour rendre tout ça intelligible. Donc il y avait déjà en fait cette pédagogie dans l'essence même d'Eldorado, et donc c'était naturel pour moi quand j'ai eu la chance qu'on me propose de travailler au sein de l'équipe pédagogique du M2. Vous êtes sur un master d'entrepreneuriat, en gros, de création d'entreprise et de compréhension de l'innovation. Et donc l'aspect financement était très important d'être traité. Vous avez la chance d'avoir une formation juridique, donc quelque part, vous allez un peu, et encore, il y a beaucoup de choses à connaître sur le juridique, mais souvent les entrepreneurs prennent un petit peu quand il y a à traiter des aspects juridiques et financiers de leur entreprise. Et mon but dans le master, c'est de vous dire que la finance, enfin, ce que je pratique au sein du master, ce n'est pas un cours de finance, c'est un cours d'entrepreneuriat et de stratégie financière. En fonction de ce qu'on veut, ça peut faire vraiment varier les différentes sources de financement et les chemins de financement à emprunter pour l'entreprise. Donc j'ai tout de suite été intéressé par la transmission pour vous, et puis j'espère que vous êtes une trentaine, ça fera 30 experts du financement, de l'innovation après mon intervention, c'est tout ce que je souhaite. L'avenir nous dira. Pour finir, quels sont tes conseils pour réussir une bonne levée de fonds ? Alors c'est une très bonne question. Nous, généralement, on donne 4 grands conseils pour réussir une levée de fonds. Le premier, c'est ce que j'appelle l'art de l'anticipation. C'est qu'un entrepreneur doit anticiper des hausses d'activité, doit anticiper des recrutements, doit anticiper des partenariats, etc. et doit anticiper ses financements. Donc plus tôt l'entrepreneur anticipe l'accès à ses financements et l'obtention, mieux c'est. Pourquoi on dit ça ? Parce que généralement, des entrepreneurs se réveillent un petit peu tard, et lever des fonds alors qu'on n'a plus que 2 mois de trésorerie, c'est un peu tard. Le deuxième, c'est de bien se renseigner sur les investisseurs. Qui sont-ils ? Quel est leur intérêt d'investir ? Et bien se renseigner sur leur passé, avec qui ils ont travaillé, parce que vous pouvez avoir 2 chèques de 300 000 € pour votre levée de fonds, mais avec 2 différents associés derrière qui n'ont rien à voir, voire même qui peuvent porter préjudice à l'avenir de la société si vous ne vérifiez pas leur intérêt d'investir dans la vôtre, puisque vous allez devenir associé. Ça fait une transition vers le 3e conseil, qui est de vérifier impérativement, quand on fait une levée de fonds, l'alignement d'intérêts entre les investisseurs et vous, entrepreneurs, sur les valeurs, les intérêts sur le projet, ce qu'on croit et ce qu'on veut développer sur le projet.
puisqu'un investisseur va devenir un associé comme un cofondateur ou une cofondatrice. Et puis le dernier conseil qu'on donne aussi, c'est de bien savoir s'entourer pendant le processus de levée de fonds, en particulier le juridique, de le faire avec des avocats par exemple, donc ne pas donner le juridique à un expert comptable, ce genre de choses, de donner à chaque corps de métier sa spécialité, d'avoir des personnes qui savent faire ça, qui sont de bons conseils, puisqu'un entrepreneur ou une entrepreneur qui lève des fonds va signer un pacte d'actionnaires qui peut être plus ou moins engageant, donc il faut vraiment avoir des bons conseils. Il y a aussi des conseils qu'on donne sur les entrepreneurs eux-mêmes. On donne généralement 2 conseils. Le premier, c'est de bien être motivé et reposé quand on va lever des fonds. C'est une période qui est très active, très chronophage. Vous recevez beaucoup de conseils aussi de gens qui vont vous dire « Ah, tu devrais faire comme ci, comme ça ». Il faut être très en forme, bien dans sa tête, bien dans son corps et avoir un bon moral. C'est très important. Et puis, l'autre conseil, c'est aussi de ne pas oublier qu'en levant des fonds, on a l'opérationnel à gérer. Donc, il faut ne pas se perdre dans la course au financement. Donc, bien se répartir les tâches entre associés si vous avez la chance d'être plusieurs dans votre projet. Et puis, aussi de ne pas aller à la course au financement. Tous les financements sont des moyens, ne sont pas une fin. Sinon, on peut vraiment vite se laisser embarquer dans une course au financement qui peut atteindre même à l'essence du projet. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses super complètes et très instructives. On va passer maintenant à la minute tac au tac. Droit ou entrepreneuriat? Entrepreneuriat. Le lièvre ou la tortue? Le lièvre. Elle est tricky celle-là. Financement privé ou financement public? Très très bonne question. Souvent les deux sont complémentaires et font effet de levier les uns aux autres. Je dirais quand même financement privé. Paris ou province? C'est difficile aussi parce que avec Eldorado, on a énormément d'entreprises en province justement pour éviter qu'il y ait trop d'inéquité dans le financement et une mise en avant. Donc je vais dire province. Team Burger Quiz ou Team Camoulox? Burger Quiz. Ok. Doris Day ou Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Prise de risque ou prudence, mère de sûreté? Prise de risque. Le premier personnage historique qui te vient en tête? Gustave Eiffel, très grand entrepreneur du 19e siècle. Ouais. Très bonne réponse. Et enfin, Eldorado ou Fontaine de Jouvence? Eldorado, le mythe toujours à aller obtenir et qui n'est pas si caché que ça. Bon bah trop cool. Merci beaucoup pour cette interview, Adrien. Merci à toi et merci à tout le master. C'est très sympa et très bonne initiative de faire ces vidéos qui j'espère inspireront plus d'une et un à devenir entrepreneur eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci Alice.